Lorsque la nuit descend, une profonde quiétude enveloppe l'âme, et un souffle glacial d'effroi s'insinue subrepticement. Le regard levé vers le ciel révèle des points scintillants sur un fond de velours noir, brillant tels des diamants. Cette vision devrait apporter la paix, mais elle n'est qu'une douce illusion. En réalité, l'univers n'est jamais silencieux. Il constitue un immense cimetière, peuplé de spectres lumineux, et nous, minuscules habitants de cette planète bleue, sommes enchaînés par le lien invisible de la vitesse de la lumière. Nous nous persuadons que la lumière est la chose la plus rapide dans l'univers, un symbole des limites de la réalité. La lumière fait le tour de la Terre 7 fois et demie en une seconde. Ce fait éveille dans notre cerveau une puissante sensation de l'immensité du cosmos. Pourtant, dès que notre regard perce la mince atmosphère terrestre et s'aventure au loin, nous nous heurtons à une vérité cruelle. La vitesse de la lumière est en fait désespérément lente. Elle n'est pas un messager rapide comme une flèche, mais un voyageur épuisé à travers les vides infinis de l'univers, comparable à un vieillard qui avance en trébuchant. En cet instant, alors que vous vous baignez dans la chaude lumière du matin, sachez que c'est une conversation avec le passé. Le disque rond et lumineux du soleil que vous contemplez est son état d'il y a 8 minutes. Si une catastrophe cosmique faisait exploser ou disparaître le soleil instantanément, vous verriez encore sa lumière et sentiriez sa chaleur sur votre peau. Ces 8 minutes forment un intervalle terrifiant de calme, où la vie persiste dans une réalité déjà morte. Nous vivons dans un retard temporel, toujours un pas derrière le véritable présent de l'univers. Cette angoisse croît de manière exponentielle lorsque nous observons la galaxie d'Andromède. À travers un télescope, elle apparaît dans une beauté onirique, mais il s'agit d'une image datant de 2,5 millions d'années. Lorsque cette lumière a entamé son voyage vers nos yeux, nos ancêtres n'avaient pas encore maîtrisé l'agriculture, ils façonnaient des outils à partir de pierres primitives et ne possédaient pas un langage complet. Selon les observations du télescope spatial James Webb en 2025, un trou noir supermassif se cache dans une galaxie naine ultra compacte au sein d'Andromède, compliquant l'histoire des fusions galactiques. Des analyses récentes intégrant des données du télescope spatial Hubble ont produit la plus grande mosaïque photographique d'Andromède, comptant 250 millions de pixels, révélant des détails complexes sur les amas stellaires et l'histoire des fusions. Cela suggère que la galaxie d'Andromède s'est formée sur des milliards d'années par des interactions multiples avec plusieurs galaxies satellites. En 2025, le télescope spatial Hubble a publié une vue panoramique d'Andromède avec des détails sans précédent, et une étude avec le télescope James Webb a confirmé dans une galaxie datant de 570 millions d'années un trou noir supermassif en croissance active. Approfondissant notre compréhension de la formation des trous noirs dans l'univers primitif. De plus, des observations en 2025 ont révélé une chimie complexe inattendue dans des galaxies primordiales comparables à Andromède, illuminant même la naissance de trous noirs supermassifs aux premiers instants de l'univers. Ces découvertes suscitent une question profonde: combien de secrets cachés se tapissent encore dans ces lumières distantes, qui nous narrent une époque où l'univers était encore jeune et sauvage. À cette échelle, la lumière ne sert plus d'outil d'observation, mais devient un musée de l'histoire. Si l'humanité s'éteignait demain, pour 99% de l'univers, notre existence n'aurait jamais eu lieu. La nouvelle de la disparition de la Terre mettrait des milliards d'années à atteindre les recoins les plus éloignés. La lenteur de la lumière transforme chaque civilisation en une île solitaire, isolée dans l'océan de l'immensité vide. Pensez aux premières ondes radio que l'humanité a envoyées dans l'obscurité, en quête de partenaires. Plus d'un siècle s'est écoulé, mais elles n'ont parcouru qu'un millième du diamètre de notre Voie lactée. En 2025, ces signaux ont atteint environ 238 années-lumière, couvrant seulement une infime partie de l'immense étendue de la Voie lactée. Des estimations modernes indiquent que les signaux les plus avancés forment une bulle en expansion d'ondes électromagnétiques, pouvant atteindre des étoiles voisines, mais restant confinés à une section insignifiante de la galaxie. Nous sommes comme un enfant au milieu d'un océan gigantesque, appelant faiblement, pour être englouti par les vagues. Si une civilisation extraterrestre nous observait à 10 millions d'années-lumière, elle ne verrait pas des villes illuminées, mais le rugissement des dinosaures sur les prairies du Mésozoïque. Pour elle, la Terre est encore un embryon bleu, sans trace d'intelligence. La cruauté de la vitesse de la lumière réside aussi dans le piège de la position. Si une civilisation découvrait nos coordonnées et voulait nous visiter, elle affronterait une énigme insoluble. La lumière qu'elle voit de la Terre date de milliers d'années, et entre-temps, le système solaire n'a jamais cessé de bouger. Des études de 2025 montrent que la vitesse du système solaire est 3 fois supérieure au modèle traditionnel, posant un défi majeur au modèle standard de la cosmologie et révélant des signaux dipolaires inattendus dans les analyses de galaxies radio.
Notre Voie lactée elle-même fonce à une vitesse encore plus terrifiante vers un point gravitationnel massif. À l'arrivée d'éventuels visiteurs extraterrestres, la Terre aurait depuis longtemps quitté sa position originelle, laissant derrière elle un espace vide et des abîmes froids. La lumière n'est pas un pont, mais un mur épais qui bloque le dialogue entre civilisations. La théorie de la relativité d'Albert Einstein a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des voyages interstellaires. Il a prouvé que les objets dotés de masse approchant la vitesse de la lumière requièrent une énergie infinie. C'est une loi physique inaltérable. En 2025, l'invariance de la vitesse de la lumière a été confirmée avec une précision sans précédent, sous des énergies élevées et pour différentes couleurs, par des études sur les rayons gamma prouvant l'invariance de Lorentz sans déviation. L'univers enferme chacun dans sa propre orbite, jette la clé dans un trou noir et impose le silence. Le paradoxe de Fermi, le silence de l'univers, pourrait ne pas signifier que les extraterrestres n'existent pas, mais que ces limites physiques cruelles les retiennent prisonniers. Des théories récentes, comme la solution de stabilité, suggèrent que les civilisations avancées ne peuvent pas produire de signaux techniques, ou la théorie de la forêt sombre, qui suppose que les civilisations se cachent mutuellement par peur. En 2025, des discussions sur la durabilité environnementale et la détection potentielle de signaux ont ajouté de nouvelles couches au mystère du silence cosmique. D'autres théories, comme l'hypothèse de l'horizon cognitif, expliquent pourquoi les extraterrestres ne nous ont pas contactés. En proposant que la vie intelligente soit limitée par des capacités cognitives, une autre théorie avance que des « extraterrestres ennuyés » ont abandonné les tentatives de contact en perdant l'intérêt pour nous. Et l'hypothèse du contenu téléchargé postule que la conscience collective dans un monde post-singulier résout le paradoxe. De plus, l'année 2025 a ravivé la théorie « premier arrivé, dernier sorti » d'Alexander Berezin, impliquant que la première civilisation émergente pourrait être la dernière à survivre, avec des implications sur le contact extraterrestre. Ces idées éveillent une curiosité profonde, sommes-nous vraiment seuls, ou dans ce silence se tapit une menace cachée qui nous oblige à nous taire? Les tromperies de l'univers ne se limitent pas aux distances lointaines, même notre connaissance du système solaire est emplie d'illusions enfantines. Souvenez-vous comment, enfant, vous dessiniez le soleil en jaune? C'est une habitude inconsciente, influencée par les splendides couchers de soleil. Pourtant, vu de l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre, le soleil est d'un blanc pur. Sa lumière est une harmonie parfaite de toutes les couleurs, produisant un blanc éclatant. L'apparence jaune du soleil naît de préjugés atmosphériques. Les molécules gazeuses agissent comme de petits prismes, diffusant la lumière bleue et violette dans le ciel, de sorte que les longueurs d'onde jaune et rouge, plus longues, atteignent nos yeux. Au coucher du soleil, la lumière traverse une couche atmosphérique plus épaisse, amplifiant extrêmement la diffusion et transformant le soleil en un morceau de charbon rouge. Cette beauté naît de la distorsion de la lumière. La source d'énergie du soleil est aussi souvent mal comprise. Elle ne brûle pas chimiquement comme du bois. Dans le vide spatial, l'oxygène manque, rendant la combustion chimique impossible. Au cœur du soleil se déroule une danse terrifiante des noyaux atomiques. Sous des pressions et des températures de millions de degrés, les noyaux d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant une énergie immense. Chaque seconde, des millions de tonnes de matière sont converties en énergie pure. Un fait spectral sombre est que les photons produits au cœur du Soleil mettent des dizaines de milliers d'années à traverser les couches denses pour atteindre la surface. Les estimations récentes varient de 10 000 à 170 000 années, cela signifie que la lumière solaire sur votre épaule pourrait avoir été piégée dans les ténèbres intérieures du Soleil avant l'essor de l'humanité. Une fois échappée de la surface, elle ne met que 8 minutes à nous parvenir. Les observations de la sonde Parker Solar Probe en 2025 ont fourni de nouveaux aperçus sur ce processus. Lors de ses approches records de la Soleil en décembre 2024 et en 2025, la sonde a observé des virages en U du vent solaire, où le matériau solaire rebondit vers le Soleil. Et des inversions magnétiques soudaines, démontrant comment le Soleil recycle l'énergie magnétique. De plus, la sonde a révélé un accélérateur de particules clés près du Soleil, produisant des particules à haute énergie et approfondissant notre compréhension de la physique solaire. Ces découvertes soulignent la nature dynamique, presque vivante, du Soleil et suscitent la question, quels autres secrets renferme cet astre, dont l'énergie anime la vie sur Terre, mais dont l'intérieur reste si inaccessible? Un autre mythe est que la Grande Muraille de Chine soit visible depuis l'espace. C'est un concept romantique, mais la réalité est plus froide. Depuis la Station spatiale internationale, la muraille ressemble à un fin cheveu sur une vaste plaine. L'œil humain manque de netteté pour la distinguer dans la topographie complexe.
Les photographies impressionnantes que nous voyons proviennent de lentilles à très haute résolution et de filtres numériques. L'humanité aspire à croire que ces traces sur Terre sont assez grandes pour attirer l'attention de l'univers, mais nous restons extrêmement minuscules. Les saisons façonnent notre vie, mais sont souvent mal comprises par ignorance. Beaucoup pensent que l'été est chaud parce que la Terre est plus proche du Soleil. Mais pourquoi l'hémisphère sud endure-t-il un hiver froid quand le Nord connaît une chaleur estivale? La vérité réside dans l'inclinaison mortelle de l'axe terrestre, d'environ 23,5 degrés. Cet angle détermine comment la lumière solaire frappe la surface. En été, l'hémisphère s'incline vers le Soleil, recevant une lumière plus directe et plus prolongée. C'est la posture de la Terre, non la distance, qui décide. En fait, sur son orbite elliptique, la Terre est souvent plus éloignée du Soleil lorsque le Nord vit son été le plus chaud. Lorsque l'obscurité s'étend et qu'un éclair zèbre le ciel, nous nous hâtons de formuler un vœu. Nous l'appelons une étoile filante, mais les étoiles lointaines ne tombent pas. Ce que nous voyons sont des grains de poussière cosmique ou des fragments de roches entrant dans l'atmosphère terrestre. À des dizaines de kilomètres par seconde, la friction produit une traînée lumineuse splendide, les réduisant en cendres. Ce n'est pas un miracle, mais une collision violente. Les plus belles pluies de météores surviennent quand la Terre traverse des nuages de poussière laissés par des comètes il y a des siècles. Enfin, concernant la Lune. Le concept de la face cachée de la Lune a fasciné l'imagination humaine depuis des décennies, évoquant des images d'obscurité éternelle et de froid. Pourtant, la Lune n'a pas de face éternellement sombre. Il s'agit simplement de la face opposée, que nous ne voyons pas depuis la Terre en raison de la liaison de marée. Cette face opposée reçoit aussi la lumière solaire et subit des cycles de jour et de nuit. Elle nous tourne seulement le dos, dissimulant ses secrets. Des découvertes récentes, notamment par la mission Chang'e 6 en 2024 et les analyses des échantillons en 2025, ont révélé des traces de cratères d'impact, d'activités volcaniques anciennes et d'eau souterraine, indiquant des différences entre la face cachée et la face visible. Causées par une collision massive antique confirmant l'hypothèse d'un océan de magma global sur la Lune primitive. Les échantillons de Chang'e 6 montrent que le sol de la face cachée est plus cohésif et s'agglomère plus facilement, offrant de nouveaux aperçus sur l'évolution lunaire. Des études suggèrent aussi que la face cachée pourrait être plus sèche et plus froide, expliquant davantage les disparités entre les faces. De plus, des fragments rares de météorites ont été trouvés, potentiellement révélant des secrets sur l'évolution du système solaire, ainsi que des enregistrements d'un volcanisme ancien, de magnétisme et d'un manteau déficient en éléments clés. Ces trouvailles stimulent l'imagination, et si la face cachée de la Lune recelait des traces de processus nous apprenant plus sur la naissance de notre système solaire que jamais auparavant, nous inspirant à de nouvelles missions pour dévoiler ces mystères. L'univers est un maître sévère, mais fascinant. Il nous enseigne que ce qui est vu n'est pas toujours la vérité et que notre savoir actuel n'est qu'une mince couche sur des vérités plus profondes. La vitesse de la lumière est la chaîne qui sépare les civilisations, mais elle nous permet de regarder en arrière dans le temps et de comprendre nos origines. Dévoiler les illusions du système solaire ne diminue pas la beauté du monde, mais approfondit notre gratitude pour cette structure exquise et sublime. Nous habitons un petit planète orbitant autour d'un astre que nous croyons à tort jaune, alors qu'il est blanc, une infime partie d'une galaxie immense. Pourtant, la curiosité et l'élan pour transcender les limites physiques définissent l'humanité. Même si la lumière est lente, l'espace vaste et la solitude accablante, la flamme de la connaissance perce les ténèbres de l'ignorance. Dans les nuits à l'observatoire, loin du bruit de la vie, dans le froid dû au plateau, accompagné du bourdonnement discret des structures métalliques. Monsieur Ming est assis là, observant d'un œil fatigué l'écran de l'ordinateur. De minuscules points lumineux dansent en un rythme que seuls les patients comprennent. Il touche la montre à son poignet et sent la vibration régulière des engrenages. Au bord entre atmosphère et vide, le temps ne coule pas linéairement, mais forme un filet cruel de passé et de présent. Il médite sur la lumière, cette entité qu'il poursuit depuis la moitié de sa vie. Les humains la voient comme un symbole de vérité, mais pour les astronomes, la lumière est la plus grande tromperie du Créateur. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous ne voyons pas l'univers présent, mais un vaste champ de sépultures luminescentes de souvenirs. Des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années pourraient être aujourd'hui des nuages froids de poussière, mais leur dernière lumière est encore en route et atteint ce soir la rétine d'un humain solitaire. Nous contemplons des cadavres lumineux, vénérons des fantômes de l'histoire et appelons cela la beauté de la nature. Cette ironie pèse lourd sur l'âme de Monsieur Ming. Dans sa jeunesse, il a réalisé que même le toucher de sa femme est une illusion sensorielle.
La science dit que nous ne touchons jamais vraiment quoi que ce soit. La répulsion des électrons entre les enveloppes atomiques est forte et maintient un abîme immense. La proximité, la chaleur, la douceur de la peau, tout cela est l'interprétation du cerveau de collisions violentes entre champs électroniques. Nous vivons dans une isolation totale de la matière, aspirons à l'unité, mais au niveau le plus fondamental de l'univers, elle n'existe pas. La douleur de l'humanité pourrait naître de cette contradiction, des âmes cherchant l'unité, piégées dans des corps éternellement séparés. Monsieur Ming se lève et s'approche de la balustrade de fer. Le vent fouette violemment, portant l'odeur de pierre sèche et du vide. Il fixe la Voie lactée. Les anciens y voyaient le lait des dieux ou le chemin des âmes. Pour lui, c'est un tourbillon gigantesque de milliards de tonnes de poussière, de gaz et de chaos. Les humains croient que le système solaire flotte calmement dans un espace immobile, mais en vérité, nous filons à des centaines de kilomètres par seconde, orbitant autour du centre de la galaxie. Des données de 2025 montrent que cette vitesse est supérieure aux prévisions, nous sommes des passagers sur un vaisseau sans frein, fonçant vers l'avenir. La destination finale pourrait être le vide froid. La racine de l'identité humaine réside dans la croyance que nous sommes le centre d'un grand drame. Nous nommons les constellations d'après des héros mythiques et imposons nos petites conceptions à ces boules de feu immenses. Des étoiles 1000 fois plus grandes que le Soleil ne connaissent pas les noms d'empereurs antiques. Elles luttent pour leur existence, la gravitation écrase leur centre, tandis que les réactions nucléaires intérieures produisent des poussées explosives. Cet équilibre fin génère la lumière qui nous guide. Mais l'équilibre s'achève. Quand le combustible s'épuise, l'étoile se contracte ou explose en supernova, dispersant des éléments lourds dans le cosmos. Des milliards d'années plus tard, ceux-ci deviennent le fer dans le sang d'un enfant ou le calcium dans les os d'un vieillard. Monsieur Ming pose la main sur sa poitrine et sent son battement de cœur. Une réalité romantique, mais cruelle, les atomes de son corps, le carbone de ses muscles, l'oxygène de ses poumons, tout cela a été forgé dans les fours de fusion d'étoiles mourantes. Nous ne vivons pas dans l'univers, nous sommes l'univers sous forme humaine. L'espace et le temps sont des miroirs du soi. Malgré cette origine sublime, pourquoi les humains se sentent-ils si seuls? La réponse pourrait résider dans l'expansion. L'univers ne s'étend pas seulement en dimensions, il se dilate chaque seconde, augmentant rapidement l'espace entre les galaxies. Des découvertes récentes de 2025 montrent que le taux d'expansion dévie des prédictions, approfondissant l'attention de Hubble et indiquant une nouvelle physique, qui pourrait culminer en 33 milliards d'années par un grand déchirement. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui pourraient disparaître de la perspective terrestre dans un avenir lointain, leur lumière ne pouvant plus franchir la distance croissante. L'univers se sépare lui-même. Chaque galaxie devient une île solitaire dans un océan éternel de ténèbres. Les relations sont un don limité, le savoir une prémonition de la fin froide. Il retourne à l'intérieur, s'arrête dans la pièce emplie de diagrammes et de cartes thermiques. Devant la photographie du fond diffus cosmologique, l'écho du commencement. C'est une carte de minuscules fluctuations de température, les graines des premières galaxies. Les humains l'appellent l'empreinte de Dieu, mais Monsieur Ming y voit une terrifiante aléatorité. Si la distribution de la matière avait différé d'un millionième, les étoiles n'auraient jamais pu se former. Notre existence est une chaîne incroyable de destin, fragile comme une toile d'araignée dans la tempête. La plus grande peur de l'humanité n'est pas la mort, mais l'insignifiance. Pour y échapper, nous inventons des légendes de vie sur des planètes lointaines. Pourtant, en 2025, l'univers maintient son silence terrifiant. Il répète les mots de Pascal sur le silence éternel des espaces infinis. Si la vitesse de la lumière est la limite ultime, un salut vers l'autre côté de la galaxie prendrait des dizaines de milliers d'années, et la réponse reviendrait quand notre espèce serait éteinte depuis longtemps. Nous sommes piégés dans des cages de temps différents, appelant dans l'espace pour n'entendre que des échos. Monsieur Ming éteint les lumières de l'observatoire. Dans l'obscurité, ses yeux s'adaptent, et le ciel se déploie plus détaillé. Malgré les 8 minutes pour la lumière solaire, les saisons changeantes dues à l'inclinaison mortelle de l'axe, la moitié cachée de la Lune, ce moment de témoignage est crucial. La vérité de l'univers ne le rend pas moins glorieux, mais rend l'existence humaine d'autant plus précieuse. Nous sommes des voyageurs sans carte, errant dans une réalité faite de fantaisie et de tromperie. Pourtant, le désir de comprendre pourquoi les étoiles brûlent, cet élan nous définit. La nuit est encore longue, l'univers infiniment distant de la Voie lactée. Tant qu'il y aura des yeux pour regarder le ciel et des cœurs pour trembler devant la beauté du vide, la flamme de la connaissance sera le fil le plus ténu,
mais le plus fort, reliant l'humanité. Soudain, une étoile filante zèbre le ciel. Monsieur Ming ne souhaite rien. Il sait que c'est la combustion violente de poussière dans l'atmosphère. Pourtant, il suit sa traînée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse dans le vide, et sourit. Au moins pour un bref instant, cette poussière brille plus fort que des galaxies lointaines. C'est ce que la vie peut espérer dans son court voyage entre deux ténèbres. Le dôme métallique de l'observatoire se contracte dans le froid mordant du matin, produisant un tic-tac comme une horloge antique. Monsieur Ming s'immobilise, tenant une tasse en céramique dont la froidure s'infiltre dans sa paume. L'obscurité dense du haut plateau pâlit en un bleu brumeux. À l'horizon, une bande rosée tranche l'obscurité, annonçant le retour du souverain du système solaire. La porte coulissante de l'observatoire s'ouvre avec un grincement strident. L'air froid afflue, apportant l'odeur d'herbes sèches et de poussière pierreuse, éveillant les sens engourdis après une nuit sans sommeil. Monsieur Ming sort sur le balcon étroit et regarde vers la vallée, encore enveloppée d'un brouillard épais. Le monde en bas dort encore, ignorant les transformations immenses au-dessus de leur tête. À l'instant où la première étincelle de curiosité s'est allumée dans le cerveau humain, nous avons levé les yeux vers les étoiles, cherchant Dieu et monstres, reflétant inconsciemment notre propre passé dans le cosmos. Longtemps après, nous comprenons vraiment, chaque ensemble de données, chaque correction de la constante de Hubble, chaque image spectrale de galaxies lointaines, chaque gramme analysé de sol lunaire, rien de cela n'est un don aléatoire de la nature. Mais le fruit du silence et d'une patience monumentale. Nous remercions profondément l'équipe du télescope spatial James Webb et du télescope spatial Hubble, qui décryptent l'histoire de la lumière antique, les ingénieurs de la mission Chang'e 6, qui rendent tangible la face cachée de notre satellite, les théoriciens de la physique. Marchant sur les traces d'Einstein et de Fermi, défiant les limites de la réalité avec crayon et papier, et tous les chercheurs anonymes, dont le sacrifice silencieux et la dévotion inébranlable au savoir construisent pierre par pierre une échelle pour l'humanité, sur laquelle nous grimpons pour comprendre notre solitude et notre grandeur dans cet océan vaste de l'univers. Notre unique espoir est que cette flamme de compréhension ne s'éteigne jamais, que la curiosité nous propulse au-delà des ténèbres entre les étoiles, comme un moteur surpassant la peur du vide. La lumière inonde la vallée comme une vague déferlante, n'étant pas seulement un phénomène, mais l'acte final d'une odyssée défiant l'imagination humaine. Monsieur Ming observe le disque solaire s'élever au-dessus des montagnes dentelées, et son cerveau entraîné aux lois macro et microphysiques décompose le miracle devant ses yeux. La chaleur sur sa peau, l'éclat doré sur les gouttes de rosée des aiguilles de pin, ce n'est pas la lumière née il y a 8 minutes à la surface solaire, comme le décrivent les manuels. Son origine est antique, une histoire de violence et de pression, commencée il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'années au cœur de notre astre. Au noyau du Soleil, à des températures de 150 millions de degrés Celsius et une densité 150 fois supérieure à celle de l'eau, les noyaux d'hydrogène sont brutalement comprimés, surmontant la répulsion électrostatique naturelle. C'est une danse de tunnels quantiques, une probabilité où la matière se sacrifie pour devenir énergie pure. Monsieur Ming imagine 4 protons fusionnant en un noyau d'hélium, libérant 2 neutrinos et, surtout, un photon gamma à haute énergie. Ce photon nouveau-né, particule de lumière, commence son existence dans une prison de plasma dense. Il ne voyage pas droit vers la liberté. Il heurte, rebondit, est absorbé et réémis par les atomes environnants, dans un chemin aléatoire tortueux à travers la zone radiative. Un progrès de quelques centimètres pourrait prendre des milliers d'années. C'est une marche de torture de l'obscurité opprimée du centre vers la surface. Monsieur Ming frissonne, non du vent matinal, mais d'empathie pour cette particule. La lumière qui touche maintenant sa rétine est une survivante. Elle a lutté des époques pour échapper à la gravitation de son créateur, traversant la zone convective où d'immenses colonnes de gaz chauds montent comme dans une marmite cosmique bouillonnante, jusqu'à atteindre la photosphère. C'est seulement en ce moment de libération que le photon se jette dans le vide de l'univers, franchissant 150 millions de kilomètres en les fameuses 8 minutes et 20 secondes, pour stimuler des cellules nerveuses dans les yeux d'un astronome solitaire et achever son voyage épique. Le ciel au-dessus de l'observatoire passe d'un indigo profond à un bleu lumineux. Monsieur Ming sait que cette couleur n'est pas une propriété de l'univers, mais le résultat de la diffusion de Rayleigh. L'atmosphère terrestre, une fine enveloppe de nitrogène et d'oxygène nous séparant de la destruction, agit comme un prisme sélectif. Les molécules atmosphériques diffusent plus efficacement les longueurs d'onde courtes de la lumière visible bleue et violet, colorant la voûte céleste et masquant l'éternelle noirceur derrière. Cette illusion optique planétaire, cette toile bleue, nous fait oublier au réveil que nous flottons dans un vide hostile.
Pourtant, cette atmosphère fait plus que diffuser des couleurs. Elle est un bouclier dynamique. Tandis que M. Ming inspire l'air froid et clair, il sait qu'au-dessus de lui, la magnétosphère terrestre livre une guerre silencieuse contre le vent solaire. Des particules chargées, éruption de la colère mortelle de notre astre, sont déviées par le champ magnétique généré par le noyau de fer fondu rotatif de la planète. Si ce dynamo souterrain s'arrêtait, notre atmosphère serait érodée couche par couche, les océans s'évaporeraient, et nous deviendrions le jumeau stérile de Mars. La vie est un équilibre fin entre le feu nucléaire du ciel et le feu magnétique sous terre. La vallée s'éveille pleinement. Des chants d'oiseaux invisibles brisent le silence des montagnes. Monsieur Ming regarde les arbres entourant le complexe scientifique. Chaque feuille verte est une usine quantique, une machine biologique affinée par 3 milliards d'années d'évolution, capturant des photons errants pour utiliser l'énergie. Brisant des molécules d'eau et de dioxyde de carbone afin de tisser des chaînes de sucre soutenant toute la chaîne alimentaire. Nous, pense Monsieur Ming, ne sommes rien d'autre que de la lumière solaire transformée. Nous mangeons le soleil, médiatisé par les plantes et les animaux, et nos corps se meuvent avec l'énergie libérée de la fusion d'étoiles lointaines. Nous brûlons du pétrole pour chauffer les villes lumière solaire antiques, piégées par des organismes préhistoriques et enfouis dans les profondeurs géologiques. Nous sommes des enfants d'étoiles, au sens thermodynamique le plus littéral. De retour dans la salle de contrôle, les doigts de Monsieur Ming glissent sur les panneaux froids des instruments. Les écrans affichent le flux de données collectées pendant sa méditation à l'aube. Diagramme de spectrographe, courbes lumineuses d'étoiles variables, méthode de transit pour détecter des exoplanètes. La technologie autour de lui témoigne de la ténacité humaine. Le télescope principal, un monstre de miroirs segmentés et de capteurs cryogéniques, est un œil artificiel que l'évolution ne nous a pas donné. Nos yeux biologiques se sont développés pour repérer des prédateurs dans la savane et des fruits mûrs parmi les feuilles, non pour analyser la composition chimique de nébuleuses à des milliers d'années-lumière. Pourtant, nous avons surpassé notre biologie. Nous avons créé des rétines de silicium et des nerfs de fibres optiques. Nous étendons nos sens jusqu'aux confins de l'univers observable. Monsieur Ming s'assoit à la console principale et vérifie les observations nocturnes. La galaxie spirale aux coordonnées d'Andromède est la cible. L'image à l'écran, représentation numérique de photons capturés, montre une splendeur terrifiante. Des milliards d'étoiles tourbillonnent autour d'un trou noir supermassif. Monsieur Ming sait que cette galaxie s'approche de nous à plus de 100 km par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreront dans une danse destructrice, réorganisant le ciel nocturne. En raison des distances immenses, une collision stellaire directe est improbable, mais la compression des gaz allumera de nouvelles étoiles, un feu d'artifice galactique tristement, les humains pourraient ne pas le voir. Les échelles temporelles de l'univers rendent nos soucis, empire et guerre moins qu'un clignement d'œil. Cette perspective n'éveille pas en Monsieur Ming du nihilisme, mais un étrange réconfort. Si nous sommes insignifiants à l'échelle cosmique, nous sommes libres. Libres de donner un sens à notre existence, libres d'aimer, d'explorer, libres de la charge d'un destin prédéterminé pour nous émerveiller. Dans la salle de pause, le café est froid, mais Monsieur Ming s'en verse une autre tasse. Le liquide noir tournoie dans la tasse, similaire aux nuages de Jupiter ou au bras d'une galaxie spirale, soumis aux mêmes lois d'hydrodynamique. La physique est universelle, les équations décrivant la chute d'une pomme régissent aussi l'orbite de la Lune. Cette universalité permet au cerveau humain de comprendre l'architecture de l'univers à partir d'un grain de poussière. Monsieur Ming médite sur l'histoire de cette compréhension. Ce n'a pas été un chemin droit. Empli de cul-de-sac, de dogmes religieux et de peurs irrationnelles. Jadis, le ciel était une sphère immuable de perfection, la terre une caverne de corruption et de changement. Galilée a brisé les barrières, pointant un tube optique vers la Lune, voyant des montagnes et des cratères, prouvant que les corps célestes sont imparfaits, soumis aux mêmes lois géologiques et physiques que notre monde. Newton a intégré ciel et terre avec une loi de gravitation. Maxwell a uni l'électromagnétisme et révélé la nature de la lumière. Einstein a tissé espace et temps en un tissu souple. Chaque étape nous a éloignés du centre de la scène, nous dégradant de héros de la création à résidents des banlieues galactiques, mais chaque étape nous a élevés en dignité intellectuelle. La lumière solaire pénètre maintenant par les hautes fenêtres de l'observatoire, illuminant la poussière en suspension dans l'air. Monsieur Ming observe une particule de poussière danser dans le rayon. Carl Sagan appelait la Terre un « point bleu pâle », un grain de poussière dans un rayon solaire.
Cette image est puissante, mais Monsieur Ming y voit plus. Il voit la complexité. Cette poussière n'est pas inerte. Elle est faite d'atomes forgés dans les agonies d'étoiles lointaines avant la formation du système solaire. Le fer dans le sang de Monsieur Ming, le calcium dans ses os, le carbone dans ses gènes, tout provient de ces supernovas antiques. Nous vivons l'univers. Nous sommes la voie de l'univers pour développer la conscience. À travers nous, l'univers se regarde dans le miroir, interroge ses origines. Cette récursion est peut-être le phénomène le plus étrange. La matière inerte, donnée assez de temps et de complexité, peut s'asseoir sur une chaise, boire du café et méditer sur sa propre nature. Dans la pièce adjacente, les serveurs informatiques bourdonnent, rappelant l'immense quantité de données que Monsieur Ming doit traiter. L'astronomie moderne n'est plus la contemplation solitaire à travers un oculaire, c'est un minage de données à grande échelle. Des algorithmes d'intelligence artificielle passent au crible des pétaoctets d'informations, cherchant des motifs subtils que le cerveau humain pourrait manquer. Signaux radio faibles, ondes gravitationnelles, écarts de couleur. Nous écoutons l'univers avec des oreilles numériques, désespérément en quête d'un signe que nous ne sommes pas seuls. Le paradoxe de Fermi résonne encore, le silence oppressant. Où sont-ils tous? L'univers est si ancien et vaste, il devrait grouiller de civilisation. Pourtant, seulement le silence. Parfois, cela ressemble à un cimetière, parfois à la peur de prédateurs inconnus dans une forêt sombre, où tous se cachent. Peut-être, pense Monsieur Ming avec un optimisme prudent, sommes-nous les premiers. Les grands frères de la galaxie, responsables de l'éveil de l'univers à la vie. Notre devoir n'est pas de trouver les autres, mais de ne pas laisser s'éteindre l'étincelle de la conscience. Monsieur Ming se lève et se dirige vers la bibliothèque de l'observatoire. Les étagères sont remplies de volumes reliés, de cartes stellaires antiques, de revues scientifiques modernes. Ses doigts glissent sur les dos d'ouvrages de mécanique céleste. Il pense aux générations d'astronomes qui, avec des armatures de bronze et une patience infinie, mesuraient les positions stellaires sans jamais connaître leur vraie nature. Ils ont créé des cartes pour des espaces vides que nous naviguons maintenant. Il pense aux ordinateurs, fans de Harvard, qui classaient des milliers de spectres stellaires, découvrant des lois mesurant la taille de l'univers, souvent sans reconnaissance de leur vivant. La science est la construction d'une cathédrale sur des siècles, la plupart des tailleurs de pierre ne voient pas la tour achevée, mais posent leurs pierres avec l'espoir de précision. Le soleil est maintenant haut. Le réchauffement par le rayonnement solaire dans l'atmosphère crée des turbulences qui distordent les observations. L'astronomie optique s'achève pour aujourd'hui, c'est le temps de l'astronomie radio, qui pénètre le ciel bleu, ou du repos. Pourtant, l'esprit de Monsieur Ming ne repose pas. Il trace des lignes invisibles entre l'observatoire et le monde. Il pense au réseau de satellites orbitant la Terre, offrant communication, navigation, surveillance climatique. Notre civilisation dépend entièrement de la technologie cosmique, mais la plupart des humains regardent à peine en haut. Si une tempête solaire massive, un événement Carrington du XXIe siècle, frappait la Terre aujourd'hui, notre réseau électrique s'effondrerait, les satellites chuteraient, et nous sombrerions dans les ténèbres technologiques. Notre mode de vie est terrifiamment fragile. Nous vivons dans une bulle de confort, ignorant les forces immenses autour de nous. Monsieur Ming sort à nouveau sur le balcon, baignant maintenant dans la lumière claire. La vallée pulse de vie verte. La vie est adaptable et tenace. Des microbes extrémophiles dans les sources hydrothermales des abysses au lichen sur les rochers alpins, la vie trouve un chemin. Si la vie existe ailleurs, dans les océans souterrains d'Europe ou les nuages de méthane de Titan, elle sera tout aussi tenace. Pourtant, l'intelligence, la capacité de construire des radiotélescopes et de composer des symphonies, pourrait être extrêmement rare. Cela pourrait être le vrai miracle. Si nous sommes uniques ou extrêmement rares, une responsabilité infinie pèse sur nous pour protéger notre planète natale. Nous ne pouvons pas la détruire par avidité ou myopie politique. Il n'y a pas de « planète B » facile. Mars est un désert froid irradié, Vénus un four à haute pression. La Terre est le seul paradis que nous connaissons. Depuis le début de notre histoire cognitive, quand nos ancêtres sortaient des grottes et sentaient pour la première fois la chaleur du soleil sur leur visage, ils ne voyaient pas une étoile de type G de la séquence principale, mais un dieu, un donneur de vie. Un mystère sacré exigeant adoration et sacrifice. Longtemps après des siècles de rigueur mathématique et d'observation, nous comprenons vraiment, le feu céleste ne nous juge pas, n'a pas d'intention de veille,
c'est un réacteur de fusion nucléaire soutenu par la gravitation, dont l'existence dépend de constantes physiques finement ajustées, ressemblant à un miracle statistique. Nous remercions profondément les physiciens solaires et l'équipe de la sonde Parker Solar Probe, qui touche courageusement la couronne du Soleil pour protéger notre fragile réseau technologique. Les géologues et paléontologues qui lisent les mémoires des roches terrestres et avertissent des changements climatiques futurs, les ingénieurs systèmes qui conçoivent avec précision d'horloge des boucliers thermiques et des panneaux solaires pour que nos machines survivent dans le vide. Et tous les mécaniciens quantiques et théoriciens de la relativité générale, célèbres ou non, dont les équations forment la base invisible de notre compréhension moderne de la réalité et de nos rêves stellaires. Notre unique espoir est que l'humanité mûrisse et utilise le pouvoir de la science non pour la domination mutuelle, mais pour une garde responsable de cette oasis de vie dans le désert cosmique. Dans la pleine conscience de notre petitesse face à la grandeur de l'univers, dans l'humilité émue que seul le plein saisissement de notre capacité à embrasser cette grandeur dans nos cerveaux peut éveiller. La lumière qui inonde le balcon n'est pas un phénomène visuel, mais un toucher physique, des particules ayant voyagé 150 millions de kilomètres pour frapper sa peau, transférant de l'énergie thermique dans un sacrifice quantique final. Monsieur Ming ferme les yeux, laissant la chaleur filtrer à travers ses paupières, et son cerveau entraîné à la physique stellaire décompose le moment. Ce que nous percevons comme une lumière solaire instantanée est un messager antique. Le photon qui réchauffe maintenant sa joue est né au centre du Soleil, où des noyaux d'hydrogène ont fusionné violemment en hélium, libérant de l'énergie selon l'équivalence de masse et d'énergie qui a défini le XXe siècle. Pourtant, ce photon n'échappe pas immédiatement, il entame un voyage sinueux à travers la zone radiative, heurtant répétitivement des particules chargées, absorbées et réémis, perdant de l'énergie à chaque choc, peut-être sur 100 000 ou 1 million d'années du cœur de l'astre à la surface. C'est une lumière antique, commencée avant que l'humanité ne maîtrise le feu, et terminant dans les 8 minutes et 20 secondes finales de liberté à travers le vide. Cette compréhension profonde du temps, cachée dans la lumière quotidienne, distingue la vision de l'astronome de celle de l'ordinaire. Le ciel n'est pas une coupole, mais un tunnel vers le passé. Monsieur Ming médite sur les neutrinos, particules fantômes nées dans le four solaire. Contrairement aux photons qui doivent lutter, les neutrinos traversent la matière presque sans entrave et atteignent la Terre en secondes. En cet instant précis, des milliards traversent son corps, le sol de béton, la croûte terrestre, le manteau, le noyau de fer fondu et émergent de l'autre côté, continuant leur voyage infini, indifférents à notre existence. Pour les détecter, nous construisons des cathédrales inversées, d'immenses réservoirs d'eau ultra pure dans des mines désaffectées à des kilomètres de profondeur ou sous la glace antarctique, attendant l'interaction rare d'un neutrino avec un atome de notre royaume, produisant une lumière Cherenkov en un éclat bleu. Ces observatoires souterrains, silencieux et sombres, sont les oreilles de la Terre écoutant le murmure de l'univers. En 2025, des détections de neutrinos solaires Bohr 8 ont fourni de nouveaux aperçus sur l'intérieur solaire. De plus, le détecteur SNO+, 2 km sous terre au SNOLAB, a réalisé une percée dans la détection de particules fantômes solaires. L'expérience LZ a établi de nouveaux records dans la chasse à la matière noire, capturant des aperçus de neutrinos du noyau solaire. Et des calibrations améliorées permettent aux scientifiques d'observer des signaux neutrinos solaires imitant la matière noire, mais ouvrant de nouvelles fenêtres. Monsieur Ming réfléchit à la transition de l'invisible au visible et retour à l'invisible jadis. L'astronomie a fondamentalement changé depuis qu'elle était limitée à l'œil nu. Sur des milliers d'années, nous étions confinés à une bande étroite du spectre électromagnétique que l'évolution nous a accordé. Pourtant, l'univers n'émet pas seulement de la lumière visible, il hurle en radio, murmure en micro-ondes, brûle en rayons X et gamma. Avec le lancement de Hubble ou plus récemment du télescope spatial James Webb, c'est comme si un myope portait des lunettes pour la première fois. Soudain, les nuages de poussière opaque deviennent transparents dans l'infrarouge, révélant des pouponnières stellaires. Nous voyons des étoiles naître, enveloppées de cocons gazeux, une répétition de notre système solaire il y a 4 milliards et demi d'années. Nous voyons la lumière des premières galaxies, décalée vers le rouge par l'expansion de l'espace, photons fatigués après un voyage de 13 milliards d'années, narrant l'enfance de l'univers. Ces échelles temporelles provoquent souvent le vertige, un sentiment de chute libre dans l'existence. Monsieur Ming s'appuie à la rambarde, sentant la solidité du métal, besoin d'un ancrage. Il touche la matière, le métal de la rambarde, la pierre du bâtiment, le carbone de son propre corps, tout poussière d'étoiles recyclées. Cette vérité est banale, mais ne perd pas son pouvoir de secousse, le fer dans son sang, le calcium dans ses os, le carbone dans ses gènes, tout issu de ces supernovas antiques.
Nous sommes l'univers se contemplant et s'émerveillant. Nous ne sommes pas étrangers à l'univers, mais une partie de lui. Pourtant, le savoir génère de nouvelles questions, et nous creusons plus profond dans l'abîme de l'ignorance. Monsieur Ming médite sur la matière noire et l'énergie noire. Malgré tous nos progrès télescopes dorés au point de Lagrange, recréation du Big Bang dans des collisionneurs d'hadrons, nous ne comprenons que 5% de l'univers. Le reste, la majorité écrasante, est ombre, matière invisible tenant les rotations galactiques, force invisible dilatant follement l'univers. Cette ignorance n'est pas un échec, mais le moteur de la curiosité. Il pousse Monsieur Ming et ses collègues à se réveiller quotidiennement, à trier des données, à calibrer des instruments, à chercher des anomalies dans le bruit. En 2025, des études sur les rayons gamma ont fourni des indices de preuve directe pour la matière noire, la tension de Hubble persiste, et l'énergie noire indique une nouvelle physique. De plus, une étude utilisant les données du télescope spatial Fermi de la NASA a détecté des halos gamma à haute énergie. Potentiellement de particules hypothétiques de matière noire, une autre étude montre que l'éclat gamma au centre de la Voie lactée pourrait provenir de l'annihilation de matière noire, avec une distribution défiant les hypothèses antérieures et propulsant les modèles. De nouvelles théories proposent que la matière noire consiste en fragments d'objets exotiques gigantesques, et les astronomes savent comment les chercher, fixer intensément l'espace interstellaire. En outre, des études de 2025 avertissent que l'énergie noire pourrait s'affaiblir, menant l'univers à un effondrement gravitationnel, connu comme le grand effondrement, car la matière noire change rapidement. Des réacteurs de fusion pourraient même produire des particules de matière noire, et les astrophysiciens testent de nouvelles régions célestes pour sonder matière noire et énergie noire, où 95% de l'univers reste invisible. Ces découvertes éveillent une question brûlante, et si l'énergie noire n'était pas constante, mais diminuait, et que notre univers ne s'achevait pas en expansion éternelle, mais en un effondrement dramatique, un tournant cosmique changeant tout. Monsieur Ming regarde vers la vallée, où l'activité humaine s'éveille. Des voitures lointaines se déplacent sur les routes, réfléchissant la lumière solaire en éclats. Le progrès humain, moteur à combustion, raffinerie de pétrole, métallurgie, fruit de siècles de savoir. Pourtant, aussi la source de nos plus grandes menaces. L'esprit qui calcule les orbites de comètes permet aussi d'altérer la chimie de l'atmosphère. Le changement climatique n'est pas une question de foi, mais une thermodynamique basique. Plus de chaleur capturée que libérée élève la température du système. Monsieur Ming pense à Vénus, notre jumelle planétaire, autrefois habitable, maintenant un effet de serre incontrôlable, dont la surface fond le plomb. La ligne entre paradis et désert stérile est mince, comme nous le pensons. L'astronomie planétaire enseigne que la stabilité est l'exception, non la règle, et des avertissements de 2025 sur le réchauffement global évoquent des risques vénusiens pour un effet de serre incontrôlable. Le savoir pèse lourd sur les épaules de l'humanité. Nous ne sommes plus seulement passagers de la Terre, nous en sommes devenus les pilotes, souvent ivres et myopes. Le paradoxe de Fermi résonne dans la tête de Monsieur Ming. L'univers est immense et ancien, où sont-ils tous? La réponse pourrait être sombre. Les civilisations techniques pourraient être intrinsèquement instables, tendant à l'autodestruction après la découverte de l'énergie nucléaire ou des changements climatiques, et le ciel nocturne comme des allumettes s'allumant brièvement avant de s'éteindre. Peut-être est-ce la possibilité terrifiante, nous sommes les premiers. La conscience est si improbable, si difficile à atteindre, que nous sommes l'unique étincelle de flamme intelligente dans ce coin galactique. Si tel est le cas, la perte de l'humanité ne serait pas une tragédie locale, mais une catastrophe cosmique, l'extinction de la seule forme par laquelle l'univers se connaît. Monsieur Ming remarque une fleur sauvage poussant dans une fissure du béton du balcon. Ses pétales suivent le soleil avec la précision d'une tête de tournesol. Cette plante est une machine biologique stupéfiante de complexité, affinée par des millions d'années d'évolution. Nous avons tant à apprendre de la nature. La biomimétique, l'imitation de design naturel pour résoudre des problèmes humains, est la clé de notre avenir. Les matériaux autoréparants, inspirés des os, les structures architecturales, imitées des ruches d'abeilles, les avancées en biomimétique en 2025, soulignées par l'accélérateur Ray of Hope, inclut la prévention des feux de forêt et la transformation des déchets en innovations inspirées de la nature, y compris la justice sociale, montrant comment l'imitation de stratégies naturelles résout des défis environnementaux et sociaux. L'accélérateur de 2025 soutient des startups à divers stades de développement, des concepts précoces à la maturité marchande, abordant la prévention des feux de forêt, et introduit la biomimétique pour la première fois, démontrant la croissance des entreprises inspirées de la nature.
La galerie Réofolk 2025 présente 10 innovations inspirées de la nature sur Ask Nature, avec des pages d'innovation et de stratégie biologique pour chacune des 10 startups de la cohorte de l'accélérateur. Focalisée sur des solutions systémiques scalables pour les problèmes environnementaux les plus pressants du monde. Le vent change, portant l'odeur de pin et de terre humide. Ce parfum évoque le foyer. Malgré les rêves de colonies sur Mars ou de villes flottantes dans les nuages de Vénus, Monsieur Ming sait qu'aucun lieu n'aime la Terre comme nous. Nous avons coévolué avec cette planète, sa gravitation a formé nos os, son atmosphère définit nos poumons, ses cycles lumière-obscurité programmaient notre rythme circadien. Quitter la Terre signifie couper une partie de nous-mêmes. Les astronautes sur la Station spatiale internationale reviennent avec un regard changé, un phénomène nommé « effet de vue d'ensemble ». Voir la planète comme une fragile boule bleue, sans frontières visibles, seulement une mince couche gazeuse comme protection, altère profondément leur conscience et éveille une compréhension intrinsèque de l'unité humaine et de la nécessité de protéger la planète. Si tous les leaders mondiaux flottaient en orbite et voyaient le lever du soleil sur le Pacifique, nos politiques pourraient être différentes. L'histoire de notre relation à l'univers est essentiellement l'histoire de la maturité de notre conscience. De observateurs craintifs voyant les comètes comme présages de doom et les éclipses comme des dragons dévorant le soleil, à des explorateurs audacieux lançant des sondes de métal et de silicium dans l'espace interstellaire. Nous avons appris à lire la lumière elle-même, décomposant la lumière d'étoiles lointaines en spectres, connaissant leur composition comme si nous touchions leur surface. Nous écoutons le murmure du fond diffus cosmologique, l'écho de la naissance de l'univers, et les vibrations de l'espace-temps produites par des trous noirs en collision ondes gravitationnelles. La capacité de poser des questions raisonnables à l'univers et d'obtenir des réponses est notre plus grand trésor, une lampe contre les ténèbres de l'ignorance. Pourtant, cette lampe porte un fardeau lourd. Savoir que les étoiles meurent, que notre soleil gonflera finalement et engloutira la Terre, que l'univers finira en froid éternel ou en un grand déchirement, cela pourrait mener au nihilisme. Si tout est transitoire, pourquoi s'efforcer? Pourtant, la réponse réside dans la fleur sur le balcon. Sa vie est courte, moins d'une saison, mais en ce temps, elle fleurit, se reproduit, contribue à la continuation de son espèce. La beauté et le sens n'ont pas besoin d'infini. Notre existence est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile. Nous sommes ici, dans ce moment fugace de conscience, la forme par laquelle l'univers s'expérimente lui-même. Nous sommes les yeux honorant l'univers, le cerveau comprenant ses règles, le cœur sentant sa solitude. Nous en sommes à un clignement précoce de notre histoire cognitive, depuis que nos ancêtres descendirent des arbres, foulèrent la savane et regardèrent le ciel nocturne qu'ils ne comprenaient pas. Les lumières froides, éparpillées sur la toile noire, éveillaient la peur. Ils se rassemblaient autour du feu, leur unique technologie contre le froid des prédateurs, et donnaient sens au monde immense et mystérieux par des histoires. Ils voyaient des motifs arbitraires, ours et chasseurs, pour apprivoiser la terreur infinie. L'ignorance était un bouclier protecteur, mais aussi une chaîne de peur de l'inconnu. Longtemps après des milliers d'années d'essais et erreurs, d'observations patientes et de calculs précis, nous comprenons l'essence de notre réalité. Nous ne sommes pas le centre d'un drame sacré, mais des résidents de la périphérie d'une galaxie spirale ordinaire, orbitant autour d'un astre d'âge moyen. Nous comprenons que les règles faisant tomber une pierre maintiennent aussi les planètes en orbite, une belle intégration physique de ciel et terre. Notre matière n'est pas un argile magique, mais des fours nucléaires inimaginablement chauds brûlant de la poussière stellaire, recyclés en formes plus complexes à travers l'univers. Cette révélation ne nous rapetisse pas, elle nous connecte plus étroitement à tout, dissout la barrière entre observateur et observé, et révèle que nous sommes littéralement l'univers prenant conscience pour se connaître lui-même. À ce point de méditation, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer une profonde gratitude aux chercheurs de savoir qui dédient leur vie à lever les voiles de l'ignorance, aux astronomes compilant des catalogues stellaires à vie sans voir leur essence vraie, aux théoriciens physiques osant imaginer dans des dimensions invisibles et des forces fondamentales, aux biologistes traçant les fils fins des origines de la vie, et aux innombrables chercheurs, techniciens et rêveurs anonymes, dont la curiosité disciplinée et infatigable bâtit pierre par pierre l'édifice moderne de la science, nous permettant aujourd'hui de regarder l'abîme avec confiance plutôt qu'avec peur, et de voir qui nous sommes et d'où nous venons. Notre unique espoir est que ce savoir accumulé ne serve pas à la domination mutuelle, mais à maintenir allumée la flamme de la conscience rare. Que notre compréhension partagée de la fragilité nous pousse à traiter et protéger notre planète avec le même respect qu'une oasis cosmique. Que nous utilisions la technologie pour guérir, réparer et connecter, non pour détruire et diviser.
que la reconnaissance de l'improbabilité de notre existence nous élève au-delà des instincts tribaux, vers une éthique motivante de compassion humaine, de durabilité et d'un chemin civilisé. Au-delà de la logique pure, la fibre la plus intime de l'âme humaine touche la réalité, dans la pleine reconnaissance de notre petitesse sous un ciel empli d'étoiles en expansion infinie. Cette connexion silencieuse, compréhensible au-delà des mots, fait de notre vie un bref éclat dans la nuit cosmique, mais une partie indispensable du danse éternel de matière et énergie, un miracle aléatoire avec le privilège de l'autoréflexion, qui suffit. Sur le balcon, le pétale de la fleur sauvage oscille encore dans la brise légère de la nuit, indifférent aux crises existentielles du cerveau humain. Cette petite vie exprime ce que nous oublions souvent dans notre analyse profonde, le vrai sens d'être ici, sur la surface de cette boule bleue, piégée dans un vide presque hostile et froid. La fragilité de la vie biologique frôle presque l'irrelevance thermodynamique de l'univers, presse sur la poitrine avec une pesanteur physique et exige une réévaluation de notre position dans le grand schéma. Si nous sommes les premiers ou pires, les uniques, alors le silence du ciel nocturne n'est pas une absence de bruit, mais un monument de possibilités. Cette fleur, vue en grand, est un observateur, un moment de réflexion sur la chaîne d'événements aléatoires nécessaires à son existence. La naissance des étoiles seule ne suffit pas, il faut des deuxième et troisième générations d'étoiles, dont les explosions ont enrichi en éléments lourds avant le Soleil. Le carbone de nos muscles, le calcium de nos os, le fer de notre hémoglobine n'existeraient pas autrement, oubliés dans les cendres de supernovas se répandant sur des années-lumière et se collectant en nuages moléculaires galactiques. La Terre s'est formée dans une zone boucle d'or, ni trop près du Soleil pour faire bouillir l'eau et perdre l'univers, ni trop loin pour geler en toundra éternelle. Nous avons reçu une lune inhabituellement grande, fruit d'une collision destructrice primitive, dont la gravitation stabilise l'axe de rotation de la planète, empêchant des fluctuations climatiques extrêmes et permettant une vie complexe. Puis la vie elle-même. Sur des milliards d'années, la Terre fut un royaume d'organismes unicellulaires, en équilibre stable de bactéries et archées. Le saut vers la cellule eucaryote, où une bactérie résida dans une autre et devint un mitochondrie symbiotique, centre énergétique de la vie complexe, cet événement statistiquement improbable, que certains biologistes évolutionnistes considèrent unique dans l'histoire galactique. Si tel est le cas, l'intelligence technique n'est pas un résultat inévitable de l'évolution, mais un accident miraculeux, une anomalie contre la tendance anthropique de l'univers vers la simplicité. De cette perspective, chaque mètre carré de forêt, chaque récif corallien, chaque ville avec des herbes dans les fissures est un sanctuaire de complexité moléculaire, sans égal sur des milliers d'années-lumière. La biomimétique, mentionnée précédemment comme clé de notre avenir, gagne en urgence. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une humilité antique. Cette fleur sur le balcon résout des problèmes de gestion énergétique, de distribution d'eau et de défense contre les pathogènes que nos meilleurs ingénieurs commencent à peine à comprendre. Ces feuilles sont des panneaux solaires autoréparants, convertissant eau et dioxyde de carbone en sucre et libérant de l'oxygène comme sous-produit, une industrie fondamentale que notre économie extractive n'a pas encore imitée en circuit complet. L'étude de la nature n'est pas un exercice académique, c'est la lecture d'une bibliothèque testée par 3,5 milliards d'années d'évolution rigoureuse. Nous risquons d'éteindre des espèces comme si nous brûlions un manuel sans l'avoir lu, perdant pour toujours le savoir de survivre sur cet astre particulier. En 2025, le progrès en biomimétique par l'accélérateur Rehof a accéléré, avec un focus sur la prévention des feux de forêt et la justice sociale, imitant des stratégies naturelles pour résoudre des défis environnementaux et sociaux. La cohorte de l'accélérateur inclut des startups à divers stades, des concepts précoces à la maturité marchande, abordant des thèmes comme la prévention des feux sauvages et introduisant la biomimétique, démontrant le potentiel croissant des innovations inspirées de la nature. Du pétale à l'horizon, où la lumière urbaine combat l'obscurité du ciel nocturne, l'esprit voyage vers la fine ligne bleue, décrite avec révérence par les astronautes. L'atmosphère terrestre semble robuste dans la perception quotidienne, elle protège du vent, apporte la pluie, diffuse la lumière solaire en ciel bleu. Pourtant, à l'échelle planétaire, elle est aussi mince que la peau d'une pomme. Cette membrane fragile est le site de tous les échanges gazeux soutenant notre existence. Animée par l'énergie solaire, elle régule un système chaotique dynamique d'océans et de forêts. Des milliards de tonnes de carbone altèrent sa composition chimique à nos risques, un manque de perspective en espace et temps. Les astronautes expérimentent l'effet de vue d'ensemble, un moment pivot dans l'évolution cognitive humaine. Depuis l'orbite basse, les frontières nationales disparaissent. Les zones de conflit, points et lignes, sont invisibles, continents et océans, systèmes climatiques coulent librement sans passeport. Vus de côté,
l'atmosphère est une brume lumineuse fragile séparant la vie pulsante du vide mortel. Cette unité planétaire est une vision intrinsèque, difficile à capturer en mots. Elle transforme l'esprit, éveillant une compréhension intuitive de la nécessité d'unité humaine et de protection planétaire. Si nous internalisons ce regard sans quitter l'atmosphère, nous pourrions transcender la myopie tribale vers une conscience planétaire. L'histoire de notre relation à l'univers est essentiellement l'histoire de la maturité de notre conscience. De observateurs craintifs voyant les comètes comme présages de doom et les éclipses comme des dragons dévorant le soleil, à des explorateurs audacieux lançant des sondes de métal et de silicium dans l'espace interstellaire. Nous avons appris à lire la lumière elle-même, décomposant la lumière d'étoiles lointaines en spectres, connaissant leur composition comme si nous touchions leur surface. Nous écoutons le murmure du fond diffus cosmologique, l'écho de la naissance de l'univers, et les vibrations de l'espace-temps produites par des trous noirs en collision ondes gravitationnelles. La capacité de poser des questions raisonnables à l'univers et d'obtenir des réponses est notre plus grand trésor, une lampe contre les ténèbres de l'ignorance. Pourtant, cette lampe porte un fardeau lourd. Savoir que les étoiles meurent, que notre soleil gonflera finalement et engloutira la Terre, que l'univers finira en froid éternel ou en un grand déchirement, cela pourrait mener au nihilisme. Si tout est transitoire, pourquoi s'efforcer? Pourtant, la réponse réside dans la fleur sur le balcon. Sa vie est courte, moins d'une saison, mais en ce temps, elle fleurit, se reproduit, contribue à la continuation de son espèce. La beauté et le sens n'ont pas besoin d'infini. Notre existence est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile. Nous sommes ici, dans ce moment fugace de conscience, la forme par laquelle l'univers s'expérimente lui-même. Nous sommes les yeux honorant l'univers, le cerveau comprenant ses règles, le cœur sentant sa solitude. Nous en sommes à un clignement précoce de notre histoire cognitive, depuis que nos ancêtres descendirent des arbres, foulèrent la savane et regardèrent le ciel nocturne qu'ils ne comprenaient pas. Les lumières froides, éparpillées sur la toile noire, éveillaient la peur. Ils se rassemblaient autour du feu, leur unique technologie contre le froid des prédateurs, et donnaient sens au monde immense et mystérieux par des histoires. Ils voyaient des motifs arbitraires, ours et chasseurs, pour apprivoiser la terreur infinie. L'ignorance était un bouclier protecteur, mais aussi une chaîne de peur de l'inconnu. Longtemps après des milliers d'années d'essais et erreurs, d'observations patientes et de calculs précis, nous comprenons l'essence de notre réalité. Nous ne sommes pas le centre d'un drame sacré, mais des résidents de la périphérie d'une galaxie spirale ordinaire, orbitant autour d'un astre d'âge moyen. Nous comprenons que les règles faisant tomber une pierre maintiennent aussi les planètes en orbite, une belle intégration physique de ciel et terre. Notre matière n'est pas un argile magique, mais des fours nucléaires inimaginablement chauds brûlant de la poussière stellaire, recyclés en forme plus complexe à travers l'univers. Cette révélation ne nous rapetisse pas, elle nous connecte plus étroitement à tout, dissout la barrière entre observateur et observé, et révèle que nous sommes littéralement l'univers prenant conscience pour se connaître lui-même. À ce point de méditation, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer une profonde gratitude aux chercheurs de savoir qui dédient leur vie à lever les voiles de l'ignorance, aux astronomes compilant des catalogues stellaires à vie sans voir leur essence vraie, aux théoriciens physiques osant imaginer dans des dimensions invisibles et des forces fondamentales, aux biologistes traçant les fils fins des origines de la vie, et aux innombrables chercheurs, techniciens et rêveurs anonymes. Dans la curiosité disciplinée et infatigable bâtit pierre par pierre l'édifice moderne de la science, nous permettons aujourd'hui de regarder l'abîme avec confiance plutôt qu'avec peur, et de voir qui nous sommes et d'où nous venons. Notre unique espoir est que ce savoir accumulé ne serve pas à la domination mutuelle, mais à maintenir allumée la flamme de la conscience rare. Que notre compréhension partagée de la fragilité nous pousse à traiter et protéger notre planète avec le même respect qu'une oasis cosmique. Que nous utilisions la technologie pour guérir, réparer et connecter, non pour détruire et diviser. Que la reconnaissance de l'improbabilité de notre existence nous élève au-delà des instincts tribaux, vers une éthique motivante de compassion humaine, de durabilité et d'un chemin civilisé. Au-delà de la logique pure, la fibre la plus intime de l'âme humaine touche la réalité, dans la pleine reconnaissance de notre petitesse sous un ciel empli d'étoiles en expansion infinie. Cette connexion silencieuse, compréhensible au-delà des mots, fait de notre vie un bref éclat dans la nuit cosmique, mais une partie indispensable du danse éternel de matière et énergie, un miracle aléatoire avec le privilège de l'autoréflexion, qui suffit.